9h40, petite 10 minutes d'attente. On va démarrer. Est-ce que c'est bon pour les interprètes? Alors, hop, oui, parfait. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de clôture du projet Inagro. Donc, le projet Inagro, ça signifie l'innovation dans l'agroalimentaire et ce webinaire est destiné à traiter l'innovation dans l'agroalimentaire post-Covid. Alors, de quoi il s'agit plus précisément? Donc, le projet Inagro a démarré en avril 2020. Il a une durée de 2 ans et donc il se termine d'ici quelques mois. Donc, ce sera notre dernière action. C'est un projet de... Attention les micros, i microfoni per piacere. Perfetto. Donc, c'est un projet de coopération transfrontalière qui est piloté par la Chambre de commerce des Riviere Liguri, qui est basée à Savone, donc en Ligurie. Parmi les partenaires italiens, nous avons Signum, qui est le facilitateur des échanges entre partenaires. Nous avons la Confédération des commerçants du Nord-Sardaigne, la CCI de Corse, la CCI de Pise et bien évidemment la CCI du Var. Quel est l'objectif de ce projet? L'objectif principal est de soutenir les entreprises de l'agroalimentaire qui ont entre 2 et 5 ans d'âge dans un parcours de formation et de professionnalisation sur des sujets stratégiques et d'intérêt primordial pour les entreprises tels que la communication, le marketing, le packaging, la vente, etc. Tous les sujets qui nous ont été indiqués par les entreprises bénéficiaires. Pendant la vie du projet, nous avons donc sélectionné 8 entreprises bénéficiaires avec ce critère d'âge qui ont bénéficié d'un accompagnement qui a été fourni par 6 experts que nous avons sélectionnés pour leurs compétences dans les secteurs que je vous ai indiqués. Ce webinaire donc sert à clôturer ce projet et d'ailleurs, il est mené par un des consultants qui a suivi 2 entreprises tout au long de ce parcours et qui est Emmanuel Fesch, qui se présentera après. Avant de lui laisser la parole, donc je tenais déjà à remercier Emmanuel pour sa disponibilité, son professionnalisme, puis nos interprètes qui sont là pour vous, étant donné que c'est un événement transfrontalier qui permettent donc la traduction en italien pour nos amis et partenaires, et donc à toutes les entreprises, pour finir, toutes les entreprises bénéficiaires qui sont là et aux experts. Je vais vous montrer une petite vidéo que nous avons réalisée donc, avec les entreprises et les experts qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus et de connaître un peu mieux les participants au projet. Donc, Rodolphe, je te laisse envoyer la vidéo. Et le son aussi. Je regarde juste comment cela se passe pour le son. Peut-être juste, ouais, pour faire play, on va voir. Non, non. Attendez, je vais voir vite fait. Non, mais le partage en pause, non. Attendez. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de micro sur l'ordinateur pourrait empêcher le son de la vidéo? Possible, oui. Oui, possible. Ouais, il faut le mettre au max, ouais, pour mettre le son. Alors, attendez, je vais essayer comme ça. Est-ce que... Non, toujours pas. Je suis désolé. Donc, toujours pas. Parce que là, du coup, j'ai branché un micro en casque. Mais il semblerait que non, il faut enlever, je pense. Il faut enlever, je pense, le micro-casque.
Du coup, je ne l'avais pas déjà avant. Donc non, ça ne change rien. Et alors, je vais essayer comme ça. Non, 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 parce que tu es connecté sur deux. Ouais. Bon. Comme je suis connecté sur deux ordinateurs différents. Oui. Et oui. Alors, attendez, je vais essayer autrement. Je suis désolé. Je n'avais pas rencontré déjà ce problème auparavant. Bon, à la limite, on va laisser Emmanuel démarrer et tu vas faire tes Oui, tests je vais et on juste va essayer essayer. pour l'instant de régler le souci. Exactement. Allez. Bon, donc Emmanuel, on vous laisse la parole. Je partage, du coup. Ok, parfait. Désolé. Eh bien, pas de souci. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Fesch. Comme l'a précisé Elena en préambule, je fais partie des consultants qui ont accompagné les 8 entreprises qui ont profité du programme Inagro. Excusez-moi. Et donc, nous allons passer ce début de matinée ensemble pour rebalayer finalement le contexte dans lequel s'est inscrit le projet Inagro. Je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Très bien. Parfait. Très bien. OK. Donc, du coup, alors, je vais juste passer en diaporama et comme ça, ça sera parfait. Donc, ce webinaire Inagro a pour objectif de présenter l'innovation post-Covid dans l'agroalimentaire. Et l'agenda de cette présentation va être résumé finalement sur 3-4 grosses parties. Nous allons faire une revue tout d'abord du secteur agroalimentaire précédemment la pandémie de la Covid-19 et de ses conséquences. Deuxième point, les innovations et les tendances clés qui ont pu émerger sur le secteur de l'agroalimentaire, notamment depuis 2022, et qui continuent de le faire. Et nous poursuivrons et terminerons sur l'accompagnement du programme Inagro avec le retour d'expérience de 8 entreprises, précisément justement sur la digitalisation de leurs services. On verra que c'est un des éléments clés qui a pu être, je dirais, une des conséquences, je dirais, positives de cette pandémie. Et bien entendu, en fin de session, nous pourrons échanger dans la séance de questions-réponses. Alors, la revue le contexte dans lequel ça s'est adressé, nous étions finalement, et j'ai pris l'exemple un peu plus précisément du territoire français, précédemment à la pandémie du Covid, donc fin 2019, début 2020. Cette situation en France pré-Covid, c'est une industrie qui est ancrée dans les territoires, comme on peut le voir sur les différentes régions, de nombreuses entités qui sont répertoriées sur chaque région du territoire français. Ça représente 15 479 entreprises, un chiffre d'affaires de 198 milliards d'euros. Et l'industrie agroalimentaire aujourd'hui est le premier employeur français avec 433 579 emplois en cours. Donc, ces sources, vous pouvez les retrouver auprès de l'ANIA, entre autres. Oui. Il microfono. Alors, en fait, dès qu'il y a eu le premier confinement en mars 2020, les premiers impacts du Covid se sont bien évidemment fait sentir sur cette industrie. Le premier d'entre eux, c'est en amont. C'est sur. Je pense qu'il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Donc, le premier impact du Covid, c'est sur la filière amont pendant les confinements, c'est-à-dire que
pendant les confinements, bien évidemment, on l'a tous vécu. On était, notamment le premier, on était cloîtrés chez nous, hein, quelque part. Et de fait, pour l'industrie agroalimentaire, comme pour beaucoup d'industries, s'en est suivi une pénurie de main-d'œuvre. Déjà, d'une part, une problématique sur la main-d'œuvre étrangère qui n'était plus disponible, puisque l'industrie agroalimentaire en France, mais en Italie, c'est sans doute également la même chose. Il y a évidemment une interconnexion avec des saisonniers qui ne sont pas forcément des nationaux. Et donc, cette main-d'œuvre étrangère n'était plus disponible. Pour ce qui concerne les saisonniers nationaux, français ou italiens, bien entendu, ils étaient confinés chez eux. Et donc, ça a entraîné, bien entendu, un taux d'absentéisme qui a fortement augmenté, ne serait-ce que pour deux éléments principaux. Ceux qui, malheureusement pour eux, ont contracté la Covid-19, et puis pour les autres qui ont exercé un droit de retrait, ne souhaitant pas s'exposer justement au niveau de la pandémie, de la maladie, sachant qu'à l'époque, début 2020, on n'avait vraiment aucun recul sur cette pandémie, sur sa contagiosité, etc. Donc, premier élément de pénurie de main-d'œuvre qui est apparu, et on verra qu'il y aura des conséquences sur la suite pour le secteur agroalimentaire. De fait, une tension sur toute la filière logistique qui est arrivée assez rapidement, des problèmes d'approvisionnement qui se sont posés pour au moins 40% des acteurs de la filière, parce que on a parlé juste à l'instant des saisonniers ou de la main-d'œuvre étrangère, mais c'est toute cette logistique qui permet de transporter d'un point A à un point B, de transporter des champs jusqu'aux entrepôts des grossistes ou des hyper et supermarchés. Vu qu'il n'y avait plus de chauffeurs, ou en tout cas qu'il y avait un fort taux d'absentéisme des chauffeurs, ces problèmes d'approvisionnement sont apparus et une forte tension est apparue effectivement là-dessus. Et de fait, et on le verra, un des premiers, je dirais, un des premiers effets de balancier, ça a été de la concurrence du e-commerce, puisqu'on ne pouvait plus être finalement les uns les autres en présentiel pour réaliser nos achats. Le digital a commencé à apporter de premiers éléments de réponse, et on verra que cette digitalisation je dirais, a profité de cette crise. Donc, in fine, des coûts pour les acteurs de l'agroalimentaire en hausse, et évidemment une baisse de la rentabilité, puisque problématique tout simplement j'allais dire de récupération de production et de collecte des cultures, et puis surtout de transporter via la filière logistique les 10 cultures. OK. Du coup, les impacts du Covid, finalement, sur on a pu constater plusieurs impacts forts sur l'ensemble de la filière agroalimentaire. En premier lieu, j'allais dire ceux qui sont en bout de chaîne, et malheureusement pour eux, les restaurants, la restauration, quels que soient les territoires, a subi de fortes restrictions et des fermetures administratives, puisque les restaurants étant considérés comme des lieux potentiellement où les contaminations pouvaient être plus fortes qu'ailleurs. D'emblée, dès le départ, dès les premiers confinements, ces restaurants se sont retrouvés fermés. Les marchés alimentaires, donc que ce soit les magasins type supermarché, hypermarché ou centres commerciaux, galeries marchandes, tous ces marchés alimentaires ont été fermés ou fortement restreints. On se souvient tous finalement d'avoir fait de s'être retrouvé à pouvoir rentrer dans un supermarché en respectant une jauge, je dirais, un nombre limité de personnes ayant la possibilité de rentrer dans le magasin et de pouvoir faire ses courses. Donc, un exemple parmi d'autres, c'est l'activité de la filière bovine et laitière,
qui s'est retrouvé subitement en baisse, tout simplement parce que il n'y avait plus de consommation hors foyer ou restauration. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'un exemple tout bête, les cantines scolaires étaient fermées puisque les écoles étaient fermées et les restaurants, je viens de le dire, se sont retrouvés en fermeture administrative. Donc, du jour au lendemain, une baisse d'activité très forte pour cette filière bovine et laitière qui a perdu d'un seul coup une grande partie de son marché. L'impact se fait bien sûr au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque territoire national, mais on a pu constater également, bien entendu, un impact sur les marchés internationaux avec la baisse des exportations, puisque finalement, les différents confinements ont quelque part figé un petit peu les économies de chaque territoire. Et donc, s'en est suivi une baisse très sensible des exportations, notamment sur le premier semestre 2020. Voilà. À partir de là, on s'est retrouvé finalement dans une situation où les modes de consommation ont été amenés à changer assez rapidement. Je dirais que si on dépasse l'effet de sidération qu'on a pu tous connaître plus ou moins sur les 15 premiers jours ou le premier mois de confinement, rapidement, sachant qu'on était tous chez soi, on a redécouvert, j'allais dire, notre espace cuisine, comme certains ont aussi redécouvert l'espace bricolage. Mais pour l'agroalimentaire, en tout cas, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation du fait maison. Et alors, à l'époque, je n'ai pas regardé la télé italienne, mais rappelez-vous, sur les programmes français, on a vu émerger tout un ensemble de programmes sur les différentes chaînes de télévision qui nous proposaient de réaliser des recettes en live avec le chef cuisinier et qui ont eu un succès d'audience non négligeable. Finalement, ça suivait quelque part une tendance qui est apparue très rapidement, où on s'est mis à on a réappris, je dirais, à faire la cuisine chez soi avec des ingrédients qui pouvaient être à notre disposition. Et donc, de fait, ça a été une augmentation rapidement de la consommation de légumes, de surgelés aussi, puisque on avait une forte tension au sein des hyper et des super pour disposer des différents produits alimentaires. Et donc, le surgelé était quelque part une manière aisée, je dirais, pour les consommateurs finaux, de stocker et de pouvoir s'éviter justement de subir les différentes ruptures de stock de la filière agroalimentaire. On a pu constater, ça c'est le cabinet Deloitte qui a pu faire cette enquête sur la fin de l'année 2020, que pour 29% des Français, la cuisine a été un de leurs principaux loisirs pendant le confinement. Et donc, comme je le précisais, l'impact de l'audience d'émissions de cuisine à la télé a été non négligeable. Et un des premiers éléments qu'on a pu constater, c'est que le bio, en tout cas ce qui était, j'allais dire, labellisé bio, a été le grand gagnant avec des ventes qui ont été multipliées par 2,5 dès le premier confinement, en tout cas sur le marché français. On le voit, les ventes de bio sur le tableau à droite de cette diapo. On fait un bond notamment sur le premier confinement. On avait déjà, je dirais, une tendance qui était plutôt intéressante et en croissance pour la vente de produits bio en hyper et en supermarché en France, précédemment au Covid. Et à partir du confinement et avant le confinement, lorsque les gens commençaient à sentir que on nous a un peu préparé à des situations où on allait sans doute se retrouver bloqué, on constate qu'effectivement, avec plus 35% et plus 29%, une augmentation très sensible des ventes de produits bio en hyper et en super. Donc, un changement des modes de consommation. Typiquement, ce changement de mode de consommation venait finalement
a été complètement en lien avec cette crise de la pandémie, sans jouer j'allais dire, faire de la psychologie de comptoir. Il y a un véritable besoin de réassurance des consommateurs. Quelque part, on a tous entendu le souhait de construire un nouveau monde, j'allais dire, et d'oublier, j'allais dire, les effets négatifs du monde d'avant qui, quelque part, avaient pu nous amener à cette pandémie. On pourrait en discuter, c'est un autre débat, mais en tout état de cause, il est vrai que les consommateurs ont souhaité pouvoir, j'allais dire, se réapproprier leur consommation au quotidien. D'où l'importance cette importance croissante du fait maison, et puis le souhait de pouvoir manger des produits sains, de manger finalement des produits qui soient bons pour la santé. Et donc évidemment là, on retombe un petit peu, j'allais dire, sur l'influence directe de la pandémie. Donc ce besoin de réassurance, ça a été vraiment le moteur des consommateurs, et qui les a amenés justement à augmenter sensiblement leur consommation de produits bio, ou tout simplement, sans parler de bio, d'aller finalement rechercher à faire sa propre cuisine, donc à délaisser quelque part des produits préparés industriels qui pouvaient finalement être considérés, à tort ou à raison, comme, j'allais dire, nocifs pour leur santé. À côté de ça, on a parlé de toutes les problématiques et des tensions logistiques qui ont touché dès le départ, que ce soit l'absentéisme du personnel, ou que ce soit la filière logistique avec le manque de disponibilité de chauffeurs. In fine, des ruptures de stock, notamment sur le premier confinement, qui sont apparues sur des produits, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs. Il y a cet effet de tension sur l'agroalimentaire, d'une part. D'autre part, on peut clairement dire qu'il y a eu, j'allais dire, au moins dans un premier temps, sur le premier confinement, un petit effet de panique de beaucoup de consommateurs qui se sont mis à suracheter, à surstocker des produits dits de première nécessité. Donc, on a tous vu des rayons vides au niveau des pâtes, au niveau du riz, au niveau de la farine, dans les magasins, dans une espèce de délire collectif qui faisait que les gens ont pris peur, tout simplement, et se sont mis à stocker, voire à surstocker. Et du coup, quelque part, ça a un petit peu profité à l'augmentation de la part de marché du bio, tout simplement parce que d'abord, le bio a toujours été un peu plus cher que ces fameux produits de première nécessité. Et donc, le surstockage s'est d'abord fait sur des produits peu chers et toujours donc de première nécessité, et restait finalement à disposition, entre guillemets, dans les supermarchés, ces fameux produits bio. Ça a été un des éléments aussi qui a pu contribuer. Et j'y reviens encore une fois sur ce besoin de réassurance, de mieux manger pour avoir une meilleure santé. Ça, c'est vraiment un des éléments clés qui ont contribué à ces premiers changements de mode de consommation. Corrélé à tout cela, finalement, une orientation vers des magasins de proximité. Dans une espèce de rejet du monde d'avant, le souhait était vraiment de travailler en circuit court, de faire travailler les magasins locaux, qui bien souvent étaient des indépendants, qui étaient les premiers touchés, et sans forcément de parachute social, entre guillemets, pour ce qui les concernait. Donc, une espèce, je pense aussi, d'effet de solidarité au niveau des personnels de ces magasins de proximité. Puis tout simplement, également, le magasin de proximité faisant qu'on peut s'y rendre à pied. On n'est pas obligé finalement de produire, de sortir de chez soi et d'aller trop loin, avec toutes les problématiques que ça pouvait impliquer en termes de contrôle sur place. Et donc, au premier confinement, on a pu constater près de 25% de fréquentation en moins dans les grands centres commerciaux, les hypermarchés, et au contraire, un effet de balancier avec plus 28% pour ces fameux magasins de proximité.
Donc, au final, les premières conclusions que l'on peut apporter, c'est que la filière agroalimentaire a malgré tout résisté, hein, puisque finalement, j'allais dire, on a tous pu manger à notre faim malgré tout, même si on a tous constaté qu'on a fait des courses ou on a commandé des courses et que finalement tel ou tel ingrédient n'était pas disponible ou ne l'était plus, ou on était en attente de réapprovisionnement. Le taux d'absentéisme des personnels a été finalement en moyenne seulement de 10%. Donc il y a eu bien sûr des pics à plus 35%, notamment sur le premier confinement, parce que là c'était sans doute celui qui était le plus strict. Mais les confinements qui ont suivi ont été moins, j'allais dire, moins stricts. Et puis, plus on avançait dans la pandémie, j'allais dire, mieux on la connaissait, entre guillemets, et meilleure était, j'allais dire, l'organisation, notamment au niveau de l'attention sur les hôpitaux. Et donc, on pouvait se permettre d'avoir, j'allais dire, de relâcher un tant soit peu la circulation des personnes. Donc, la filière a résisté, mais parfois, effectivement, au détriment de la production. Typiquement, on a toujours eu à disposition certains produits, notamment des produits de base, mais parfois avec une baisse dans la gamme de produits à proposer. Baisse de variété de production, notamment sur les pâtes alimentaires pendant le premier confinement. Des problématiques de recrutement aujourd'hui qui persistent. Et donc, il y a d'abord ce taux d'absentéisme de 10% qui est toujours présent. Et puis, ce qui vient je dirais, se télescoper à cette situation, c'est les difficultés de recrutement, notamment, alors, il y a le personnel de remplacement par intérim qui était très difficile à trouver. Et puis, on l'a constaté notamment en France, dans la restauration, une vraie problématique pour retrouver du personnel pour être à même de servir lorsque les restaurants ont pu réouvrir. Tout simplement parce que certains salariés de ces restaurants, s'étant retrouvés pendant 2 mois, voire plus, confinés chez eux, j'allais dire, ont eu le temps, ont fait un temps d'introspection quelque part pour pouvoir réfléchir à la suite de leur avenir professionnel. Et pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas souhaité retourner dans les mêmes conditions, j'allais dire, sociales, travailler dans le métier de la restauration. Donc, le métier de la restauration a également dû réfléchir à se repenser sur l'aspect, tout simplement sur cet aspect recrutement et management. Donc, vraiment un élément qui peut paraître, qui à la base n'était pas forcément prévu, qui démontre que voilà, toute la filière à tous les niveaux a dû se repenser. Je vous invite d'ailleurs à ce titre à écouter l'interview sur France Info de Monsieur Chargé qui explique bien cette situation. Les impacts. Ça va, toi? Ouais, impeccable. T'as la forme? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Et j'ai des formes en plus. J'essaie. Non, Jésus, en ce moment, il lâche un peu là. Faut que je me remonte. S'il vous plaît, vos micros, messieurs. Je vais le changer un peu. Je vais lui demander comment se passent ses séances de sport parce qu'il a l'air en pleine forme. Oui, non, il est en forme. Hein, il est en forme. Ouais. Tu sais, finalement, on fait du sport de forme. Donc, les impacts du Covid, comme je viens de le dire, le secteur de la restauration a été fortement affecté. Tout d'abord parce que finalement, les différents confinements, les différentes fermetures administratives ont évidemment fortement affecté le chiffre d'affaires. C'est une perte de 57 milliards d'euros sur 2020 et donc un chiffre d'affaires global de 57 milliards d'euros, mais qui est en baisse de 45% sur l'année 2020 sur le territoire français. Pour ce qui concerne la France, le gouvernement à l'époque a pris des mesures fortes pour soutenir justement les filières qui étaient les plus impactées. Donc le PGE, donc les prêts garantis par l'État qui ont été proposés à toutes les entreprises et à tous les indépendants,
qui pouvait aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. La prise en charge du chômage partiel pour les salariés de ces entreprises impactées, et puis des aides diverses et variées qui ont perduré d'ailleurs et qui perdurent encore pour certaines, encore aujourd'hui en 2022, puisque par exemple le PGE peut être aménagé, en tout cas pour ses remboursements aujourd'hui, puisque certaines filières qui sont impactées. Alors aujourd'hui, en plus, il y a une continuité malheureusement avec les événements internationaux et avec l'Ukraine, mais on pourrait en parler aussi puisque cette tension sur l'agroalimentaire va sans doute se poursuivre, probablement pas sur cette année, mais c'est sans doute l'hiver prochain où l'absence de récolte ou la baisse drastique de récolte sur l'Ukraine qui a toujours été, et on l'a tous appris dans nos livres d'histoire, considéré comme le grenier à blé de l'Europe. Donc, il y aura sans doute, j'allais dire, une possibilité d'une suite sur ce séminaire, malheureusement, parce que les tensions vont perdurer probablement au-delà de 2022. Toujours est-il que les différents gouvernements ont mis en place des soutiens des différentes filières impactées, et notamment la filière de l'agroalimentaire. Et donc, parmi les quelques chiffres que l'on peut citer, c'est 470 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour financer des mesures d'urgence dès le printemps 2020. En France, le plan France Relance a été doté de plus de 100 milliards d'euros et a été annoncé dès la rentrée 2020 par le Premier ministre. Et on peut retrouver encore aujourd'hui sur les différents sites officiels ou gouvernementaux les différentes aides au secteur alimentaire qui sont proposées par ce plan France Relance. Et ça, c'est au niveau étatique, bien sûr, mais même au niveau de la région, enfin des différentes régions, des aides régionales et locales ont pu être également mises en place pour soutenir les différentes entreprises impactées. Donc voilà pour dans cette première partie sur le contexte et les impacts qui ont été générés par le Covid. Comme je l'ai précisé, comme j'ai commencé à le préciser pendant cette première partie, cette pandémie a pu créer et a pu générer de nouvelles tendances et de nouveaux usages. Au premier rang desquels, bien entendu, le développement du e-commerce et du drive. Car bien évidemment, comme les gestes barrières, la contrainte de la distanciation sociale faisait que on ne pouvait plus faire ses courses ou se rencontrer tout simplement comme précédemment. Bien évidemment, ces contraintes et ces restrictions ont permis de développer le e-commerce et le drive. De fait, la digitalisation a démarré très rapidement au niveau du process de vente. Très rapidement, les drives qui existaient déjà dans les super et les hypermarchés ont pu être boostés. Et donc, d'une part, et premier élément, je dirais, qui a pu apparaître très rapidement au quotidien pour les consommateurs, c'est la généralisation du paiement sans contact. À tel point qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une habitude. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai oublié mon code secret sur ma carte bleue. Donc, il a fallu que j'aille le rechercher dans mes dossiers pour m'en souvenir, parce que je me suis retrouvé un jour tout bête devant la caisse, parce que les banques mettent quand même une limite sur ces paiements sans contact, et je n'arrivais plus à me souvenir de mon code. Bref, petite anecdote. Donc, généralisation du paiement sans contact. Un boom sur de la vente en ligne, plus 29% dès 2020. Et on l'a bien vu, les grands gagnants au-delà du secteur agroalimentaire, c'est les plateformes de vente en ligne, au premier rang desquelles Amazon, mais pas que. Et pour ce qui est de l'agroalimentaire, les sites et les plateformes qui ont été mis en place et qui existaient déjà pour certaines, pour les grandes enseignes, ont pu profiter de ce boom de la vente en ligne. Également une augmentation du click and collect, puisque finalement une jauge devait être respectée pour
conserver la distanciation sociale. Ce mode de fonctionnement, pour aller récupérer sur un drive ses courses, était une manière comme une autre finalement de pouvoir continuer de faire de consommer sans prendre de risques trop importants de contamination. Et dernier élément, la livraison à domicile, qui a constitué un boom qui est sans doute le boom le plus important, plus 72%, tout d'abord parce qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas sortir de chez elles, d'autres qui pouvaient être tout simplement touchées par la pandémie, et enfin d'autres qui préféraient s'abstenir de tout contact du fait justement de la méconnaissance des voies de contamination, notamment au début de la pandémie. Parmi les tendances qu'on a pu découvrir, qu'on a pu identifier également, outre ce développement du e-commerce, c'est ce souhait de relocaliser la production agricole et de privilégier les circuits courts. Et finalement, un effet bénéfique, ça a été de redécouvrir qu'on a des territoires proches de chez nous qui peuvent proposer des ingrédients et des produits que l'on peut consommer localement, et que finalement, on peut être en privilégiant les circuits courts dans une démarche qui peut être tout aussi saine pour nous individuellement, mais également pour la planète. Ça rejoint un petit peu cette réaction collective qui a pu exister au tout début de la pandémie, où tout un chacun se disait on ne peut plus vivre comme dans ce monde d'avant, où on allait chercher nos kiwis ou nos produits exotiques à l'autre bout de la Terre en les ramenant en Europe, avec tous les effets de serre qui pouvaient être impliqués. Donc, ces éléments de relocalisation de la production agricole ont été très forts, ont eu un boom très très fort. Donc, de fait, des consommateurs qui sont devenus acteurs et de plus en plus responsables, et surtout avec un souhait de transparence très important. Les points clés, et je les ai déjà abordés, mais je les recite à nouveau, c'est disposer d'aliments qui soient bénéfiques pour notre santé, de ne plus abîmer l'environnement, de ne plus abîmer la planète, et être dans une démarche zéro déchet. Ça, c'est toutes les enquêtes qui ont pu être menées depuis ce premier confinement reviennent toutes à ces conclusions. Et de fait, le souhait d'être acteur et de disposer d'une traçabilité sur les ingrédients qui peuvent être ensuite possiblement recyclés ou valorisés sont considérés comme plus intéressants par 35% des consommateurs. Donc, ce souhait finalement d'être plus dans une démarche éco-responsable, de rechercher des produits locaux, des produits frais, a été une des tendances fortes dès le début de cette pandémie. Enfin, pour compenser justement les problématiques qu'on a pu évoquer en introduction sur la tension sur la filière agroalimentaire, bien entendu, les industriels ont réagi, et ça a développé finalement une automatisation de la supply chain. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie sa robotisation. Naio Technologies est une société justement qui travaille sur la robotisation dans les champs et dans les cultures, de l'intégration de ce qu'on appelle de l'IoT industriel, donc des capteurs connectés qui vont être capables de détecter finalement que tel ou tel parasite va apparaître dans un champ de culture, et donc permettre d'intervenir plus rapidement pour pouvoir traiter, de manière presque chirurgicale, la zone de culture qui est contaminée, et d'éviter peut-être un épandage trop massif et qui risque encore une fois d'abîmer l'ensemble du champ qui est exposé. Donc ça, c'est une automatisation de la supply chain. Un élément également
qui est apparu, c'est les emballages à usage unique qui sont proscrits. On le voit tous aujourd'hui. On nous propose, quel que soit le magasin, ça va au-delà de l'agroalimentaire, mais quel que soit le magasin, on nous propose des sacs qui sont biodégradables, souvent en papier, pour pouvoir faire nos courses. Et on ne voit plus ces sacs en plastique qui finalement se retrouvaient bien souvent à polluer le bas des routes ou se retrouvaient à être jetés sur des décharges sauvages. Donc, tout ça mis bout à bout et je dirais tenant compte justement de ce souhait des consommateurs d'être de plus en plus acteurs de leur santé et de leur consommation, on a vu apparaître également des alternatives qui ont orienté l'alimentation vers le végétal. Donc, plus de bio, plus de végétal, moins de consommation de viande. Ce sont des tendances lourdes qui sont apparues. Ayant dit cela, l'agroalimentaire n'est pas resté, j'allais dire, les bras croisés devant ce constat et ces attentes du marché. Et bien évidemment, les innovations ont pu disposer d'un boost non négligeable sur ce secteur. De fait, même avant la pandémie, je dirais l'agroalimentaire est une filière qui a le 3e secteur le plus innovant en France. Donc, 37% des acteurs aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire sont impliqués dans l'innovation. Tout ça est porté par le dynamisme d'un écosystème food tech et puis d'un écosystème de l'innovation que l'on peut constater en France et ailleurs en Europe. Ça représentait en 2017 500 startups qui étaient vraiment impliquées sur cette filière agroalimentaire. C'est plus de 600 en 2020. Cette filière agroalimentaire est au premier rang européen aujourd'hui en termes d'investissement. On va retrouver notamment 2 startups françaises, mais on pourrait en citer plein. Et j'en ai évoqué quelques-unes dans cette présentation un peu plus loin, qui se trouvent dans le top 10 des investissements européens. C'est Yinsect, d'une part, qui s'est lancé dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation animale. Il faut savoir que on est un petit peu dans un circuit fermé, donc à un moment donné, l'alimentation, même des humaines, je dirais, à base de viande bovine, par exemple, ou de viande aviaire, continuera d'exister, mais devra aussi être composée avec d'autres formes d'alimentation. Et l'alimentation via de la transformation d'insectes, est une des voies du futur. Autre startup, Wind, qui propose, qui fait partie de ces investissements, de ces startups qui ont reçu de forts investissements depuis 2020. Et vous pouvez, alors le tableau n'est pas forcément très lisible, mais on constate effectivement qu'on a un grand nombre d'innovations, notamment sur cette activité agroalimentaire qui est répertoriée dans ce tableau. Quelques exemples d'innovation sur la food tech en France. Et là, on voit qu'il y a tout un ensemble finalement, tous les secteurs de l'agroalimentaire sont impactés. Donc, c'est l'agritech, tout d'abord. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Naïo Technologies qui développe des outils de robotisation. On voit Insect qui parle de la transformation des insectes pour la consommation. Mais c'est également tous les services qui vont venir autour de la consommation et dans cette filière agroalimentaire. On peut prendre l'exemple de Swile. Swile qui aujourd'hui est une licorne française et qui développe des services liés, je dirais, c'est le ticket restaurant 2.0 finalement, pour faire simple. La food science également, le secteur du retail qui est plus particulièrement, j'allais dire, visé via certaines startups comme Connecting Food pour ne citer qu'elles. Et enfin, sur tout ce qui va concerner la livraison,
la livraison des produits. Et donc, on constate un certain nombre de structures qui ont pu émerger et profiter finalement de ce boom, lié à cette pandémie. En particulier, j'ai cité quelques exemples. La société Zalg qui innove aujourd'hui, qui propose la vente d'algues en D, donc plutôt que quelque part partant du principe que pour certains consommateurs, l'achat de ces algues pouvait être un frein, en tout cas dans leur présentation d'origine. Donc, la proposition de ces algues en D a été, j'allais dire, une manière innovante de présenter les produits. Callebaut qui a lancé NXT, une nouvelle génération de chocolat qui n'intègre pas de produits laitiers et qui est complètement d'origine végétale. Donc, on revient finalement sur cet élément de recherche de végétalisation, alors sans aller vers du tout vegan, de pouvoir s'affranchir en tout cas de produits d'origine animale. Et Callebaut, dans ce sens, profite de cette tendance. Pour la nutrition, j'ai parlé évidemment jusqu'à présent de la nutrition humaine, mais là, ça concerne également la nutrition animale. Améliorer cette nutrition animale pour faire en sorte que justement, eux aussi, j'ai ces animaux qui vont finir, j'allais dire, dans la chaîne alimentaire, dans nos assiettes, soient bien alimentés. S'ils sont bien alimentés, on aura du produit de qualité que l'on pourra consommer nous également. Et en ce sens, la société Gasco, typiquement, a lancé de nouvelles gammes sur le marché à destination des poules pondeuses, donc pour proposer des œufs frais de meilleure qualité. Voilà brossé, je dirais qu'en alors je suis peut-être allé un peu vite, je ne sais pas quel est le timing, mais voilà brossé en quelques mots, je dirais le portrait finalement de ce qui s'est passé, du contexte pour ce secteur agroalimentaire et les différentes tendances qui ont pu apparaître. Donc on le voit, la digitalisation a été un élément clair et un élément clé pour toutes les entreprises qui ont su et qui ont dû s'adapter. Et au-delà de cette digitalisation, tout un ensemble d'innovations qui sont apparues ou qui ont été boostées par les contraintes liées à la pandémie. Et tout cela est porté finalement par des changements, j'allais dire, des changements de comportement, des changements en termes d'attente des consommateurs finaux, à savoir privilégier les circuits courts, s'affranchir finalement d'habitudes que l'on pouvait avoir dans le dit monde d'avant, et donc de pouvoir encore une fois privilégier des produits qui soient traçables, de qualité et si possible bio. Tout cela, bien entendu, reste à étudier dans la durée, parce que malheureusement, on constate encore aujourd'hui que des scandales sanitaires apparaissent de ci, de là. On l'a vu encore récemment avec des problématiques qui sont apparues dans certaines de salmonelle ou d'autres contaminations sur des produits industriels. Donc, j'allais dire, ça renforce finalement cette tendance à aller vers des ingrédients frais et du bio. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un retour de balancier, je dirais, suite à cette fin de pandémie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, dans le cadre d'Inagro, justement, le programme Inagro a été mis en place justement pour faire profiter des entreprises qui ont entre 2 et 5 ans d'existence, pour ces entreprises de profiter finalement d'une aide transfrontalière et régionale, pour les accompagner dans un réamorçage commercial et surtout dans une digitalisation de leurs outils pour permettre se donner les moyens finalement d'être à nouveau au plus près de leur clientèle et de s'affranchir ou de contourner finalement les différents
les différentes restrictions qui étaient liées et qui sont parfois encore pour certaines liées à cette pandémie. Dans ce cadre-là, pour ce qui me concerne, moi j'avais pu accompagner 2 entreprises, mais nous avons pu accompagner, le programme Inagro a pu accompagner 8 entreprises. Je vais laisser la main à Elena et Rodolphe pour la présentation de la vidéo, si celle-ci est disponible. On va tenter. D'accord. On croit en toi, Rodolphe. Normalement, j'ai regardé sur Internet, je devrais avoir trouvé d'où le problème venait. Donc du coup, je vais essayer ça. Alors du coup, il faut que vous coupiez votre partage d'écran pour que je puisse lancer le mien. Oui. Désolé. Du coup... C'est normalement en haut, vous avez une option à côté du petit bandeau jaune. Coupez le... parce que là, j'ai partage, mais... Attendez. Ah oui, arrêtez, autant pour moi. Oui, non, mais Zoom n'est pas très intuitif, on va dire. Si on ne sait pas, on trouve difficilement. J'ai plus l'habitude de son concurrent de chez Microsoft. Oui, nous aussi. Donc, du coup, voilà. On taira son nom ici, mais on voit depuis quel on parle. Voilà. Très bien. Donc, alors, je vais vous partager ça et avec, normalement... Yes. La Chambre de commerce et d'industrie du Var est partenaire du projet européen Interreg Maritimo Inagro, qui signifie l'innovation dans l'agroalimentaire. Grâce à ce dispositif, nous avons pu sélectionner 8 entreprises bénéficiaires entre 2 et 5 ans dans le filière de l'innovation et du tourisme. Ces entreprises ont suivi un accompagnement très spécifique sur des thèmes comme la communication, le marketing, le packaging ou encore la sécurité et la sûreté alimentaire. Quelles entreprises, quels experts et quelles compétences? Nous allons découvrir tout cela en images. Je suis Thomas Carteron, fondateur de la brasserie Carteron. Je me suis installé à Saint-Tropez en 2013 et je brasse aujourd'hui sous les palmiers de Hyères. Le projet Inagro nous a permis d'augmenter nos capacités de communication, de ne pas juste parler de nos bières Latrobe, mais également du moteur de notre production et de notre commercialisation qui est notre démarche RSE. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi Virginie Ragnot, experte en communication et en réseaux sociaux. J'accompagne Thomas Carteron. Nous avons décidé ensemble de mettre à jour ces réseaux sociaux existants car il a créé 2 nouvelles gammes de produits et nous avons besoin de positionner ces produits sur 2 marchés différents, en local et en international. C'est pourquoi je lui ai mis en place une stratégie de contenu sur 1 an. Je suis Eugénie Edouin, gérante du restaurant Léal à Sifour depuis 2017. Donc nous avons décidé de participer à ce projet Inagro pour re-rencontrer notre clientèle après la crise du Covid et aussi recentrer l'image de notre établissement sur notre côté éco-responsable. Et c'est pour ça que nous avons décidé de travailler avec Karine Mézaros. En tant que spécialiste de la communication, nous travaillons sur 4 leviers pour le restaurant Léal. La réalisation d'une enquête, la labellisation éco-durable, écotable, la création d'un site internet et la mise en place d'actions de communication. Tout ça dans l'objectif d'ancrer le restaurant dans l'éthique et le durable et de le faire savoir. Je m'appelle Olivier Thomasson, gérant de la brasserie à La Valette du Var, sur la place Général de Gaulle, depuis 4 ans et c'est par là que ça se passe. Le projet Inagro, il m'a permis d'avoir une très bonne signalétique. J'avais besoin aussi de faire une création de logo, chose que je n'avais pas depuis 4 ans que la brasserie est ouverte. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à Audrey. Alors, en tant que spécialiste de la création graphique, nous avons évalué les besoins. Nous avons créé un logo que nous avons décliné sur différents supports de communication dans le but d'améliorer sa visibilité et d'apporter une cohérence visuelle à son établissement. Je suis Laurent Poignant, gérant de la société La Gamelle du Midi depuis sa création en 2016. Grâce à Inagro, on va œuvrer sur le volet stratégie commerciale de l'entreprise. En fait, on est une entreprise en plein développement et après la crise du Covid, on a voulu repartir de plus belle. Du coup, on a fait appel à un expert pour nous orienter, nous coacher, nous accompagner dans ce développement commercial. Et pour ça, on a fait appel à Emmanuel Fesch. Donc en tant qu'expert de la stratégie commerciale et du business développement, nous allons conjointement avec Laurent développer la stratégie commerciale de la Gamelle du Midi, c'est-à-dire identifier les segments cibles de sa clientèle, définir les outils d'aide à la vente, les argumentaires, de telle sorte que nous proposions une approche efficace de sa démarche commerciale pour la croissance de l'entreprise.
Je suis Nicolas Bohins, créateur de OMQ, On mange quoi, depuis 2019 sur Toulon. Aujourd'hui, pour moi, le projet Inagro, il m'apporte une augmentation de ma visibilité sur les réseaux sociaux, donc du coup de mon chiffre d'affaires. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à la société Cook Agency avec Olivier pour m'aider sur ce plan. Donc avec Nicolas, on s'est posé pour mettre en place une stratégie digitale cohérente à ses attentes. Par conséquent, il nous a confié sa page Facebook, Instagram pour animer ses réseaux sociaux. Et en parallèle, on a fait de la publicité pour animer et attirer de nouveaux clients. Bonjour, moi c'est Maxime Prost, je suis le créateur des Tontons Frometon au Hall de Toulon depuis 2021. Grâce au projet Inagro, on a pu développer le volet écologique sur nos emballages et chez les Tontons Frometon, on met un point d'honneur à être éco-responsable. Et ça, c'est grâce à Baptiste Dubois, notre expert. Le but de cette initiative est d'accompagner Maxime dans son projet éco-responsable et écologique tout en valorisant son image de marque auprès de ses clients. Bonjour, je suis Cindy Forestier, créatrice de Puget Villa depuis 2016. Alors le projet Inagro me permet de développer le site internet pour rediriger en fait l'ensemble des clients sur notre site Puget Villa avec tout ce qui est communication et marketing. Et pour cela, j'ai fait appel à l'expert Emmanuel Fesch de VCS. Donc nous accompagnons Cindy dans sa stratégie marketing et commerciale, plus particulièrement dans la définition de son site internet, c'est-à-dire la définition de la charte graphique, la définition de l'arborescence, la définition des contenus du site et la mise en place d'une stratégie de fidélisation pour être au plus près de ses clients, de ses prospects et faire croître son activité commerciale. Bonjour, je suis Sébastien Dubuisson, gérant de l'escape game Enigmaniac à Draguignan depuis 2018. Le projet Inagro m'a permis de faire appel à un prestataire pour gérer les réseaux sociaux, les publicités, faire des tunnels de vente et avoir une meilleure visibilité sur Internet. Pour mettre en place cette stratégie de communication, j'ai fait appel à la société Virage Media et notamment Virginie Ragnaud pour s'occuper des réseaux sociaux et de mon site internet. J'accompagne Sébastien pour l'ouverture de son second local. J'ai réalisé un audit de l'existant afin d'améliorer son tunnel de vente à la fois physique et digital. Pour le lancement, nous avons aussi mis en place une publicité sur Facebook et Instagram. Je vous relaisse le partage de l'écran. J'espère que Super. ça n'est pas ou quoi. Okay. Merci. Eh ben, très bien. Je trouve que cette vidéo explique très bien le parcours accompli et la formation qui a été distribuée aux entreprises et qui était vraiment très ciblée sur leurs besoins. Je trouve que c'est ça tout l'intérêt de ce projet européen. C'est vrai que souvent, quand on parle de projet européen, ça peut paraître abstrait et loin des besoins de nos entreprises. Et puis finalement, on se rend compte que la déclinaison sur nos territoires colle vraiment avec les besoins de nos entreprises. Donc, je trouve que c'est intéressant de le mettre en avant. Donc, Emmanuel, est-ce que vous avez d'autres petites clips vidéo à nous montrer? En fait, moi, ce que je peux, juste pour terminer et puis abonder dans votre sens, Elena, c'est sur, moi, je peux éventuellement j'allais dire, décliner un peu plus en détail ce qui a pu être fait pour la Gamelle du Midi et la chambre d'hôte Puget Villa. Voilà. Alors, du coup, si ça, je ne sais pas si... Oui, hop, là, pardon. On va rester là. En fait, c'est vraiment une très bonne... Je vous remercie pour la transition, Elena, parce que là, pour le coup, la Gamelle du Midi, c'était vraiment la digitalisation de sa démarche commerciale était vraiment l'élément clé pour les aider à redémarrer. Ils se sont retrouvés dans une... Bon, ils font de la vente à emporter, heureusement, je dirais, mais ils se sont retrouvés dans une situation où un certain nombre de leurs segments cibles, finalement, n'étaient plus difficilement adressables. Donc là-dessus, on a fait une revue de la stratégie et puis on a bien identifié finalement les différents segments cibles. Parmi ceux-ci, les seniors, je dirais, qui
qui sont des personnes âgées qui se retrouvent, qui sont, j'allais dire, dans un entre-deux malheureusement, c'est-à-dire qu'elles vivent encore chez elles, mais elles n'ont plus suffisamment d'autonomie pour pouvoir se déplacer et faire elles-mêmes leurs propres courses et puis faire leur propre repas. Et donc la Gamelle du Midi propose finalement de concevoir et de livrer des repas à domicile pour ces personnes. Sachant qu'à côté de ça, ils ont évidemment d'autres segments cibles qui sont les salariés qui peuvent considérer, c'est les salariés des TPE et des PME pour lesquels la Gamelle du Midi pourrait être considérée comme finalement leur cantine externalisée. Et donc, on a travaillé sur ces différents segments cibles. On en a même identifié d'autres sur les professions libérales qui peuvent être également susceptibles d'être intéressées. Et de fil en aiguille, on a travaillé sur une démarche stratégique sur cette revue de ces cibles marchés et à partir de là, sur la revue et l'amélioration des supports digitaux. Donc, on a proposé notamment à Laurent Poignant la mise en place d'un site vitrine qui viendra se coupler avec son site boutique sur lequel vous pouvez tous aller pour acheter vos repas si vous êtes sur la Seine-sur-Mer ou ses environs. Et donc, l'idée étant de proposer un accompagnement, une fidélisation de la clientèle via ce site vitrine qui viendra en complément de tout cela. Donc là, on était vraiment, pour le coup, c'est vraiment le bon exemple, un des bons exemples, je dirais, les autres le sont aussi, mais de ce qui a pu être préempté et tout ce qu'on a pu voir dans cette présentation sur le besoin de digitalisation et le besoin de se rapprocher, de pouvoir reprendre contact avec sa clientèle existante. Et on a un peu la même chose avec la chambre d'hôte Puget-Villa. Là, pour le coup, je dirais que Madame Forestier, elle partait d'un peu plus loin, dans le sens où elle avait déjà, je dirais, un volet digital, mais via des plateformes de réservation en ligne qu'on connaît tous, qui peuvent, typiquement Booking, pour ne citer que, et d'autres. Et donc, Cindy souhaitait pouvoir non pas s'affranchir de ces grosses plateformes, mais en tout cas de pouvoir disposer de son propre canal digitalisé de contact avec ses clients. Parce qu'au-delà finalement de la réservation des clients qui pourraient venir passer quelques jours dans ces chambres d'hôtes, l'idée était de garder ce contact et de maintenir le lien via, par exemple, des newsletters ou via l'envoi d'événements que Puget-Villa pourra être amené à organiser tout au long de la saison touristique. Donc, le point prégnant, c'était véritablement de concevoir ce site Internet. Et là, on a pris à bras-le-corps cette demande. Donc, il y a eu la construction et donc une réflexion commune avec Madame Forestier sur la conception de l'arborescence du site. Une réflexion, bien sûr, sur sa charte graphique, ce qu'elle souhaitait pouvoir véhiculer comme image. Et vous voyez le logo là, que nous avons pu construire avec elle et qu'elle a pu choisir in fine. Et puis, bien entendu, la rédaction du contenu des textes qui allaient en français et en anglais, qui avaient vocation à être les plus impactants possibles pour pouvoir non seulement maintenir et fidéliser la clientèle existante, mais également aller chercher de nouveaux clients, et pas seulement en France, notamment à l'étranger, en Angleterre. Cindy et son mari, qui est britannique, sont vraiment depuis le début orientés sur sur ce volet international. Et donc, de fait, pour ce qui les concernait, accroître et pousser le trait sur cette digitalisation était un élément essentiel. D'autant que, effectivement, pour ce qui la concerne, la pandémie et les différents confinements ont été des situations assez compliquées à gérer.
même si elle a pu bénéficier, bien entendu, de différentes aides qui provenaient de l'État et des régions, et de la région PACA. Le fait de mettre en place, justement, via ce programme Inagro, ce site Internet est un élément clé pour son redémarrage commercial. Voilà, brosser, je dirais, en quelques mots ces éléments de contexte et d'innovation sur la filière agroalimentaire post-pandémie et via ces exemples. Et alors voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions à apporter suite à cette présentation, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai une question, Emmanuel, personnellement, pour démarrer peut-être, pour briser un peu la glace. Donc, vous parliez tout à l'heure des ventes bio, effectivement, qui ont un peu explosé pendant le Covid, et également de cette nouvelle appétence à cuisiner, à faire maison, et nous avons tous effectivement connu ces moments. Est-ce que vous avez des informations concernant la tendance actuelle? C'est-à-dire, est-ce qu'après le Covid, toutes ces bonnes habitudes que nous avions prises, est-ce qu'elles continuent, ou est-ce qu'au bout de quelques mois, on est retourné dans notre routine du j'achète congelé, j'achète du prêt, j'achète plus du bio ou du local. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez une information un peu sur la situation actuelle? Alors, j'ai pas d'éléments chiffrés. Ça m'intéresse vraiment à titre personnel. Voilà, j'ai pas d'éléments chiffrés. Oui. Je pourrais simplement vous donner des tendances et puis aussi finalement de ce qu'on a pu constater les uns et les autres depuis j'allais dire, j'ose dire la fin de la pandémie, on va être optimiste, mais en tout cas, cette pandémie qui est maintenant de plus en plus atténuée, j'ai envie de dire de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que oui, il y a quand même encore et toujours ce côté où on recherche cette recherche de produits bio, elle perdure. Il suffit de voir dans certaines enseignes aujourd'hui de la grande distribution qui en font un élément de différenciation. Je vais donner un exemple de l'enseigne Carrefour, et j'ai aucune action chez eux, mais c'est simplement pour l'anecdote. Il se trouve qu'ils ont développé dans leur supermarché, les Carrefour Market, des corners bio qui apparaissent de plus en plus importants. Toutes ces grandes enseignes se sont vraiment appliquées ont pris en compte ces éléments, ces attentes de la clientèle. Et à côté de ça, on a ce développement du circuit local, de mon point de vue, c'est maintenu. Maintenant, oui, il ne faut pas non plus être dans une béatitude complète. Malheureusement, les mauvaises habitudes sont revenues aussi. Et typiquement, des mauvaises habitudes à tout point de vue. Je citais tout à l'heure les problématiques de sanitaires sur des produits de pizza industrielle ou encore les œufs de Pâques de la marque Ferrero et les problématiques de salmonelle qui sont apparues. Vous allez me dire, c'est peut-être une faute à pas de chance et des histoires d'être là au mauvais moment, ça tombe au mauvais moment et ça se télescope peut-être un petit peu, sans doute. N'empêche que c'est pas anodin non plus et qu'on constate que les problématiques sanitaires qu'on pouvait constater précédemment au Covid, de ci, de là, commencent à réapparaître. Donc, il y a vraiment un effet, j'allais dire un effort à maintenir. C'est pas gagné. Voilà, on a été contraint finalement par la pandémie à penser autrement. Il faudrait que ça puisse perdurer. J'ose espérer que de toute façon, on le fera. Là, je fais une digression par rapport à la filière agroalimentaire, mais de toute façon, tout ce que l'on entend aujourd'hui nous oblige à aller dans le sens d'une amélioration de nos comportements, ne serait-ce que pour la survie de la planète et de l'espèce humaine en général. Voilà.
Donc, sans citer le GIEC qui vient de nous dire qu'on n'a plus que 3 ans devant nous, entre guillemets. Voilà, donc pour répondre à votre question, oui, les problématiques, il y a quand même de mauvaises habitudes qui ont tendance un peu à revenir, même si il y a une tendance forte qui est actée et on ne reviendra pas au monde d'avant complètement. Ok. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants, même italiens, bien évidemment, hein? Du coup, vu que personne Rodolphe, s'était présent, j'ai mis une petite réaction, mais vu que personne d'autre le faisait, j'ai vu. J'avais une petite question. Alors, je réfléchis comment bien vous la formuler pour ne pas perdre tout le monde. Mais en gros, l'idée, c'était par rapport au fait qu'on a d'un côté une volonté d'avoir des produits en circuit court qui ne sont plus, importés de l'autre bout du monde, qu'on va acheter à des commerçants locaux. Et en même temps, on a eu quand même une certaine hégémonie des grosses marketplaces type Amazon et même des acteurs plus petits qui se sont lancés dans la même logique. De dire, je vais vendre sur Internet et donc pouvoir toucher un public international. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une dichotomie un peu entre ces deux aspects de la part des consommateurs qui vont vouloir quelque chose de proche, mais qui en même temps vont préférer des méthodes qui facilitent l'ancien commerce d'avant partagé dans le monde entier? C'était un peu à ce point-là. Est-ce que c'était vraiment deux choses qui étaient reliées, cette volonté d'avoir du circuit court et en même temps du digital, ou c'était vraiment deux aspects qui on va dire, coexistent chacun de leur côté? Alors, les deux peuvent exister et coexister ensemble parce qu'on peut faire du circuit court et avoir un site internet qui nous permette d'adresser nos différents clients. J'ai envie de dire que la redécouverte ou la découverte du circuit court, elle s'est faite un peu brutalement au printemps 2020. Et c'est pour ça parce que du fait des contraintes de distanciation sociale que l'on avait tous et des contraintes de déplacement tout bonnement, de fait, on s'est, je ne vais pas dire qu'on s'est retrouvé avec une imposition de fait d'aller vers le magasin le plus proche. Mais il y avait un peu de ça. Et comme effectivement aujourd'hui, toutes ces restrictions se sont fortement relâchées, il y a, comme je le disais précédemment, il y a un peu ce retour de balancier qui nous ramène à des habitudes qu'on pouvait avoir avant. Il est vrai que les plateformes, les plateformes comme Amazon ont été parmi les grands gagnants, si ce n'est les grands gagnants de cette pandémie. Je pense que les consommateurs, oui, il y a peut-être une dichotomie dans l'esprit des gens, parce qu'on recherche, on est prêt à, j'allais dire, à suivre, à manger mieux. Maintenant, si on recherche aussi la facilité, et c'est vrai qu'on a découvert qu'on pouvait acheter ces produits par Internet, on pouvait faire ses courses par Internet et que finalement, ça pouvait se faire assez facilement, que c'était assez efficace, un petit peu comme le télétravail, si je devais faire cette comparaison. Avant la pandémie, parler de télétravail, c'était compliqué, c'était pas forcément très bien vu. Je parle pour la France, hein, je m'engagerai pas pour l'Italie, je connais moins. Mais de fait, on s'est bien rendu compte que de toute façon, on était obligé, et le télétravail, les entreprises ont continué de fonctionner, bon an, mal an, malgré les contraintes qu'on pouvait avoir pour avoir un espace privatif pour continuer de travailler avec les enfants à côté. Pour autant, ce télétravail, il perdure dans certains cas de figure, selon certains secteurs, et dans certains cas, on cherche à revenir au monde d'avant. Mais on voit bien qu'il y a des réticences, que tout le monde veut bien revenir au bureau parce qu'on a envie de cette mixité sociale, et ce qui est bien normal, mais on ne veut pas d'un retour complet à 100%. Donc je dirais que, pour clore sur ce parallèle, dans la consommation des gens, il y a évidemment la digitalisation, elle apparaît comme un facilitateur. Et parfois, ce facilitateur peut nous amener effectivement à occulter peut-être qu'on va aller acheter un kiwi à l'autre bout du monde et que c'est pas très bon pour la taxe,
les effets de serre et la consommation de carbone. Pour autant, je pense quand même que ce développement des circuits courts et puis aussi ce retour quelque part, quels que soient les territoires, de mise en avant de produits du territoire, de se réapproprier notre, entre guillemets, une espèce de souveraineté alimentaire. Ça a marqué les gens et ça continue de nous marquer. Et malheureusement, on va le voir encore prochainement, l'hiver prochain. Ce que je disais tout à l'heure, cette présentation, on pourrait faire une saison 2, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine, parce que l'hiver prochain, on risque d'avoir une problématique non négligeable sur le blé et sur tous les produits alimentaires liés à la production du blé. Et encore, je dirais qu'en France et en Italie, on n'est peut-être pas les plus impactés, mais et là, je fais encore une digression, mais dans d'autres zones du globe, je pense que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je vous cite juste un exemple, le Liban aujourd'hui, typiquement, c'est 100% de sa consommation de blé qui vient d'Ukraine. Donc je ne vous fais pas un dessin pour l'hiver prochain. Ça va être, il va falloir que ce pays, j'allais dire, réoriente sa stratégie d'approvisionnement au plus vite, si on ne veut pas aller au-devant d'une grosse catastrophe. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'à un moment donné, oui, il y a pour répondre à votre question, il y a des sujets la digitalisation et les circuits courts, ça va continuer de se côtoyer, ça va même être il y aura une complémentarité qui va se maintenir. Moi, je reste persuadé que ces circuits courts et cette recherche en priorité de produits locaux va se maintenir. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'enlèvera pas et qui restera dans l'esprit des consommateurs. Même si on n'est pas à l'abri, évidemment, de ci, de là, de voir apparaître j'allais dire, des choses qui pourraient être rangées dans les faits divers du monde d'avant. Très bien, merci Emmanuel. Très bien, merci pour nous votre avons réponse. encore quelques petites minutes ensemble. Donc, on peut prendre encore quelques questions. On va laisser 2 petites minutes aux personnes pour y réfléchir, même à nos amis italiens, bien évidemment. Alors, on va attendre encore une petite minute. Est-ce que nos amis italiens ont des questions? Ah, eh ben, je vois une question qui arrive d'Audrey qui nous demande quels sont les outils préconisés pour la promotion des entreprises sur Internet. Donc, j'imagine que cela veut dire donc, les outils comme le site Internet, la vente en ligne. Donc, Emmanuel, est-ce que vous avez une préconisation pour nos petites et moyennes entreprises qui nous écoutent sur comment promouvoir au mieux leurs produits maintenant? Alors, bien évidemment, c'est à chaque fois un cas d'école, hein, je dirais, mais si on parle de métier de bouche, par exemple, ou dès lors qu'il y a un visuel sur une présentation d'un produit, il y a une démarche au niveau des réseaux sociaux qui doit être aujourd'hui, qui est quasiment obligatoire. Typiquement, Instagram va être un des outils à privilégier si on est dans la restauration, si on a des plats que l'on concocte tous les jours.
Instagram et dans une moindre mesure Facebook pour une population locale seront les deux réseaux sociaux qui vont être j'allais dire, obligatoires d'avoir à disposition. Le site internet, bien entendu, ça c'est la base, c'est le socle, donc qui doit être un des éléments de votre stratégie digitale, même si aujourd'hui le site internet n'est plus forcément j'allais dire le support numéro 1 qui peut vous permettre d'assurer votre visibilité. Mais encore une fois, ça c'est à moduler selon les besoins j'allais dire, et la configuration de chacun des entrepreneurs qui pourraient être amenés à envisager de digitaliser leurs services. Donc, mettre en place des paniers sur Internet, sur le site Internet, faire des connexions avec une page Facebook ou avec un compte Instagram, bien évidemment. Après, selon vos besoins, il y a d'autres sites, il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent exister, qui sont plus ou moins, vont être plus ou moins judicieux d'exploiter. Je pense par exemple à un réseau comme LinkedIn, pourquoi pas, mais encore une fois, il faut voir de qui on parle. Typiquement, les startups que j'ai pu présenter dans ces diapos, elles ont tout intérêt à être évidemment présentes sur un réseau social comme LinkedIn, parce qu'elles vont développer de cette manière-là leur écosystème et elles seront dans une approche plus en B2B, donc entre professionnels. Donc voilà, oui, il y a toute une palette d'outils digitaux qui peuvent être mis à disposition. J'en citerai une autre qui peut être là, qui va être dédiée pour les commerçants, les petits commerces. Je pense par exemple il y a des applications qui peuvent permettre aux petits commerçants de se faire connaître pour assurer la promotion d'un produit qu'ils vont vendre auprès de leur communauté, de la communauté de prospects et de clients qu'ils vont créer. Donc ça, il existe des startups aujourd'hui qui développent ce genre d'application dédiée pour le petit commerce. Et c'est une manière comme une autre pour eux finalement d'améliorer leur notoriété et de venir se positionner pour proposer une autre offre que celle que l'on peut constater sur des plateformes plus imposantes qui viennent des grands acteurs de la grande distribution ou encore d'acteurs type Amazon ou d'autres qui ont évidemment une présence et une notoriété tout autre. Mais je dirais, on peut jouer la différenciation aussi de cette manière-là, en exploitant ces outils digitaux avec un besoin fort de proximité. Très bien. Eh ben, merci. Une autre question. Allez, la dernière. Alors, quel est l'impact réel du programme Inagro sur les relations entre les entreprises transfrontalières? Alors, c'est toujours Audrey qui nous pose cette question. Alors déjà, pour info, Audrey Cosette, c'est une des expertes qui a participé au projet Inagro et c'est une excellente graphiste. Alors, je vais répondre moi peut-être à cette question parce qu'il y a un volet plutôt transfrontalier qui demande une connaissance un peu plus approfondie sur le projet. Effectivement, une des actions que nous avons menées dans ce projet, c'est de mettre en relation les entreprises italiennes avec les entreprises françaises. Donc, au tout début du projet, nous avons demandé à toutes les entreprises bénéficiaires si elles souhaitaient rencontrer ou rentrer en contact avec des entreprises de l'autre pays. Il y a notamment des entreprises de Toscane qui étaient intéressées, il me semble, par des producteurs de vin en France. Donc, j'avais fait le lien entre acheteurs et producteurs. Après, il y a aussi d'autres projets Interreg qui sont vraiment plutôt ciblés sur le renforcement de relations entre entreprises transfrontalières. Donc, Inagro, c'était plutôt sur accomplir un parcours d'accompagnement, de formation et monter en gamme et en compétences. Donc, c'était un peu moins ciblé sur la création des relations.
Mais c'est une très bonne question parce qu'étant donné que c'est un projet transfrontalier, il faut toujours penser qu'il y a l'autre côté aussi et qu'il y a nos amis italiens qui peuvent apporter, disons, du business à nos entreprises et vice-versa. Alors, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je ne pense pas. Très bien. Alors, je vais vous envoyer par mail le lien pour l'enregistrement de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez le regarder ou le diffuser si vous le souhaitez. Et je vous remercie. Je remercie tous les participants, Emmanuel, les interprètes. Merci à tous et passez une très bonne journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.